revenons sur la radio-télévision nationale du Burundi. Oui. À l'époque, la radio nationale, c'est nous, avant. Oui. Est-ce que, je vous trouve un peu malin, est-ce que ce n'est pas dans le cadre même de continuer votre révolution que vous avez créé l'émission Bonsoir Clio? Ce n'était pas dans le cadre de perpétuer vos idées? Bon, on avait chacun une émission. Que partout où nous sommes, nous devons faire progresser nos idées par tous les moyens, mais sans rien bousculer. Nous n'étions pas des aventuriers. Non, nous n'étions pas des aventuriers. Alors, quand moi j'arrive là, évidemment que cette idée influençait ce que je faisais. Ce qui était la même chose, là où Ndadaye se trouvait. Quand il a travaillé d'abord au centre neuropsychiatrique de Kamenge, quand il a travaillé au ministère du développement rural dans le projet des COPEC, et quand il est retourné comme conseiller au ministère. C'était la même chose pour Karibami Poncien, quand il travaillait au département des mines. Pour Richard, partout où nous étions, on disait chaque occasion pour faire connaître nos idées doit être exploitée. Et je vous dis que nous l'avons exploité. Je vous donne par exemple quelque chose que j'ai fait quand j'étais à la radio. Il y avait des reportages qui étaient faits, ici ou là. Et moi je me disais, c'est incomplet, on ne dit pas tout. Et j'ai demandé que je fasse une émission là-dessus, en organisant d'abord des reportages dans des provinces où il était passé, et en interrogeant ici ou là des gens. On m'aura accordé. Je suis allé à Gitega. Parmi les personnes que j'ai interviewées, il y avait Ndadaye Melchior et il y avait Dikouma Milichar. Je suis allé à Kayanza, dans des structures judiciaires. Je suis allé à Muyinga, dans un séminaire, je pense, si j'ai bonne mémoire. Et puis c'est là, à Muyinga, où le président effectuait sa visite. Et quand je suis allé faire le reportage, les services de sécurité m'ont d'abord interdit d'entrer. Il y en a qui ont me chuchoté que j'étais rwandais. Je ne sais pas avec quelle lunette il disait ça, ou si je portais une spécificité pour cela. Puis après, on a j'ai convaincu et j'ai suivi la visite du président Bouyoya. Je suis entré dans la salle et j'ai enregistré, etc. Quand je suis arrivé à la radio, j'ai monté une grosse émission de 90 minutes où j'ai mis tout ça. Alors, quand il s'est agi de la diffusion, j'ai d'abord demandé à Charles Moukassi, qui était le chef de notre service à la deuxième chaîne, s'il ne voulait pas d'abord écouter l'émission pour que cela ne cause pas de problème. Mais est-ce pour dire comme l'autre que les voix de Dieu sont impénétrables? M. Moukassi a dit non, il n'y a pas de problème. Alors, l'émission a été diffusée par le fait Kita Moya Eli, qui travaillait avec nous à la deuxième chaîne. Et quand on l'a entendu, parmi certains qui nous connaissaient, il y en a qui sont inquiétés, qui ont dit, mais M. Divanou Wanya est fou, comment est-ce qu'il peut diffuser des choses pareilles? Il va être arrêté demain. C'est pour vous dire donc que nous avions quelque chose que nous poursuivions. Et c'est ce quelque chose-là qui avait amené Ndadaye à s'exprimer tel qu'il a fait en ce jour du mois d'août-septembre 88, jusqu'à ce que cela lui coûte la prison, comme je vous l'ai dit. D'accord. Alors, nous allons faire une petite visite dans les studios de la radio. Qu'est-ce que vous vous rappelez exactement là-bas? Ou bien, de votre époque à maintenant, vous écoutez maintenant la radio nationale de temps en temps? Oui, j'écoute des fois. Il y a eu des changements, évolutions ou pas d'évolution? Il y a eu beaucoup d'évolutions. Même quand je visite aujourd'hui, je vois par exemple que les moyens, Ouais, malgré qu'ils demeurent insuffisants, sont quand même davantage meilleurs. Et à l'époque, pour ceux qui nous concernaient, pour aller faire le reportage, il fallait traîner au grand Nagra. C'était pas moins de 6 kilos, je pense, qu'il fallait savoir soulever. Mais maintenant, je pense que vous avez des facilités. Quand il fallait faire le montage, ce n'était pas l'ordinateur, c'était le magnétoscope avec les bandes, où il fallait savoir couper, le coller, etc. Et quand il fallait
Et passer à l'antenne, ce n'était pas également les moyens. Je ne sais pas, aujourd'hui vous êtes au numérique. Je ne sais pas combien technique, comment on appelait ça techniquement à notre époque, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Ensuite, et cette fois-ci, ça c'est au niveau spirituel, et nous étions vraiment sous la coupe du parti unique. On ne pouvait pas raconter n'importe quoi. Et des fois même, vous pouvez avoir un ministre qui vient sur votre dos et vous dit, écoutez, coupez ici, mettez ceci. Ça dépendait des émissions, ça dépendait également du journal, de l'opportunité dans le journal. Moi, je me souviens qu'il y a des collègues, des confrères, des consoeurs qui ont vécu ces situations. Il n'y avait pas de syndicat de journalistes. Aujourd'hui, ça existe. Il n'y avait pas autant d'atouts. Mais bien sûr, au niveau des bâtiments, j'ai l'impression qu'il y en a changé. On l'a repeint. Bon, on a repeint, oui, peut-être, mais chez nous, c'était davantage puisque la télévision était neuve à l'époque. Il y avait la bibliothèque ici. Là, c'est Golette. Golette. Avec elle, on a commencé à la deuxième chaîne. En avril 84. Ça, c'est de la musique. Mais il y a les émissions sont toujours là. Ah bon? Donc je peux retrouver les émissions que je faisais? Absolument, absolument. Ah oui? Parce que moi, j'en ai vu en tout cas. Ah, oui, oui. ok. Il y a moyen de retrouver ça. Et, vous avez retrouvé la maison? Comment vous allez? Je vais bien vraiment. Bien, merci. J'ai retrouvé la maison, j'ai gardé le contact. Ah, il faut la garder maintenant. Il faut la garder vraiment. Oui. Voilà combien d'heures? Et ça va? Moi, je suis venu la visiter. Ah, c'est très bien. Et je ne me retrouve pas. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Absolument. Oui. Tout ça, j'ai regardé. Dans le temps, effectivement, je vais toujours un stylo, un papier comme ça et on écrivait. Aujourd'hui, Maintenant, on écrit à la machine. on n'écrivait plus. Ouais. Trouver les studios. Mais c'est exactement ce que je faisais. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Burundi, la deuxième chaîne. Il est 16h44 à Bujumbura. C'est toujours la tranche d'animation en français qui ira jusqu'à 17h. Et à présent, nous avons l'honneur d'accueillir dans ce studio un ancien de la Radio Nationale, un ancien de la deuxième chaîne, le président Sylvestre Ntibantunganya. Bon après-midi, Monsieur le Président. Bon après-midi, Madame. Je voulais certainement saluer les auditeurs. Oui, c'est un grand plaisir pour moi de retrouver ce studio. C'est un studio dans lequel j'ai fait mes premiers pas dans la profession de journaliste. Et merci beaucoup pour cette occasion que vous m'avez donnée pour saluer effectivement les auditeurs de la deuxième chaîne. Il y en a très peu peut-être qui se souviennent de l'émission que je faisais. Moi, je faisais une émission qui s'appelait Bonsoir Clio. Et j'animais généralement le jeudi. Dans la soirée, je pense, entre 20h30 après le journal jusqu'à 23h. Quel souvenir avez-vous de ce studio? Oui, c'est après 26 ans. Parce que moi, je suis entré pour la première fois ici en 1984. Le souvenir que j'ai est un souvenir vraiment excellent. Parce que c'est un cadre qui m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit. Non seulement sur le pays, mais aussi sur le monde entier. Parce que quand vous êtes journaliste, vous le savez, vous êtes ouvert sur tout, vous écoutez, vous lisez, vous interviewez. Et au grand souvenir aussi que j'ai, c'est que j'ai rencontré des personnalités. Merci beaucoup pour m'avoir donné cette occasion et bon travail. Merci. Merci beaucoup. D'accord, Monsieur le Président, est-ce qu'aujourd'hui le journalisme vous manque? Ça vous manque quelque part? J'aime le dire à des amis. Quand je participe à des événements ici et là, je pense qu'il ne se passe pas
Et à un moment où je dis, ah, si j'avais encore l'opportunité d'exercer mon journalisme, il y a des choses que je dirais. Et je ne sais pas, peut-être parce que maintenant, j'ai également suffisamment de sources d'informations, mais également une certaine maîtrise dans l'analyse et la présentation des faits et que je n'en avais en 1984 et 87. D'accord. Alors, votre groupe Obu, qui est devenu plus tard Front Debout, a vraiment avancé positivement jusqu'à ce que vous soyez connu ici au Burundi. Et parlons maintenant aussi des élections de 93 que vous avez gagnées. Mais après, malheureusement, je dis bien malheureusement, les choses ont mal tourné. Alors, je ne veux pas qu'on en parle puisqu'on ne pourra pas sortir de tout ça. C'est une très très longue histoire. Parlons de vous. Tout le monde sait ce qui s'est passé, mais il y a certaines personnes qui disent que, parce qu'on dit que vous étiez sur la 3e liste, c'est la position des gens qui devaient être assassinés, et certaines personnes disent qu'à ce moment, vous avez échappé à la mort en fuyant en tenue de ce qu'on dit aujourd'hui au Mwoi, ou bien d'autres disent au Muzamu. Quelle est la vraie version? Je ne sais pas. Je dirais beaucoup plus que si j'ai survécu, c'est par chance. Et surtout, c'est parce que madame a sacrifié sa vie pour moi. Et je crois que sur ça, je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup parce que elle aurait pu dire, écoutez, monsieur Ndibantou, quand mon mari est allé ici, mais il n'a rien dit. Bon, comment est-ce que moi j'ai pu me soustraire de la maison où j'étais et où j'étais recherché? Nous étions en conseil des ministres ce jour-là. Et c'était un conseil des ministres qui se tenait sur 2 jours. Et quand nous sommes rentrés ce jour du 20-21, j'étais très fatigué. Et je suis directement rentré à la maison, d'autant plus qu'il y avait des travaux qu'on effectuait à la maison. Et arrivé là, j'ai dormi. Après une longue attente, puisqu'on avait des visiteurs qui nous ont fait beaucoup attendre. Et vers 1h du matin, c'est Mme Dadaï qui a appelé, qui a dit, écoutez, il y a une tentative de coup d'État. Tenez-vous bien, il y a des problèmes. Alors, quand je me suis réveillé, j'ai essayé d'en comprendre davantage. J'ai appelé l'administrateur général de la documentation, M. Kwame Richard, qui vivait à 300-400 mètres de chez moi. Et il m'a dit, on vous dira. J'ai appelé Nyangoma, Léonard, j'ai appelé Nargamira Cyprien, j'ai appelé Jean-Marie Gendahayo. Tout cela était ministre dans le gouvernement de Dadaye et étaient des gens du Front Debout. Vous étiez à ce moment ministre des Relations extérieures. Moi, j'étais ministre des Relations extérieures de la coopération. Alors, après avoir appelé tout ce monde, j'ai de nouveau appelé. Et je pense, Mme Dadaye, je lui ai demandé est-ce que je peux parler au président. Il a dit, difficile, mais si vous voulez, vous pouvez parler à tel numéro de téléphone. Et quand j'ai appelé, c'est le ministre de la Défense qui a répondu et qui m'a dit, écoutez, monsieur, vous êtes sur la 3e place sur la liste des personnes qui doivent être abattues cette nuit. Vous êtes toujours là? Bon, après, j'ai encore une fois appelé chez Kwame Richard, lui demandant ce qui s'est passé. Il m'a dit, d'après ce que je vois à travers les informations, les renseignements que je reçois, la conflagration est inévitable. Et tout d'un coup, quelques secondes après, le premier coup de canon a été tiré. Et là, je me suis précipité, je me suis habillé avec le même costume que je portais au Conseil des ministres. Ce que je n'ai pas mis, c'est la cravate. Et j'ai pris 200 000 francs. Sur ces 100 000 francs qu'on avait retirés à la banque puisqu'on était en train de refaire notre maison. Alors, que pensez-vous? Ces gens qui disent que vous étiez déguisé en veilleur de nuit, où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Moi, je pense qu'ils ont essayé de monter pour essayer de s'expliquer comment je suis parvenu à passer entre les griffes. Je pense que c'est ça. Ou peut-être pour rendre davantage agréable cela. Une fois, j'ai posé la question à mon ami, justement, Jean-Marie Sindaïgaya. Celui-là, on se nommait Ogre, il m'a dit, mais monsieur le président, comment voulez-vous qu'on fasse nos livres si on n'écrit pas ça comme ça? Bon, mais les faits sont là et puis après je suis parti, etc. Bon, c'est là, c'est ainsi que j'ai pu échapper. Mais on m'a dit que 10 minutes après, les éléments putschistes sont venus. Chez vous en Gagara? Oui. Et cette nuit-là, bon, évidemment, ils ont demandé à ma femme où est-ce que j'étais, elle n'a rien dit. Ils sont partis. Ils sont revenus le lendemain matin.
Et là aussi, il semble qu'ils ont croisé chez moi Monsieur Jean-Marie Daïgaya, Où est-ce que vous avez passé la nuit, s'il vous plaît? quelque part caché à Kamenge. Kamenge qui est un quartier sur lequel il faudrait écrire beaucoup, parce que je pense que c'est un quartier dans la vie politique du Burundi a une histoire très dense. Et très dramatique. Oui, et très dramatique aussi. Ça s'implique dans la densité. Vous savez, si on va venir le lendemain, je passe vers midi, je ne sais pas. Et c'est là où, arrivé à la maison, ils ont demandé où se trouvait mon épouse. Et la jeune fille qui gardait les enfants a dit elle est à côté chez elle, chez Dominique, c'était chez Nadiamira. Oh, donc après, votre femme aussi a fui la maison. Elle n'a pas fui, elle était allée trouver un peu de consolation, en train de causer avec les autres. Okay. Et il semble qu'elle avait envoyé un papier à la maison pour demander qu'on lui amène les enfants. Alors, quand les policiers sont venus, ils ont vu son papier, ils ont dit, vous devez nous montrer où elle est allée. Et finalement, ils ont montré, quand ils sont arrivés là, la première chose qu'ils ont fait, c'est de tirer sur elle. Et on a eu l'occasion de dire, écoutez, de dire à Sylvana, l'épouse de Yamira, s'il vous plaît, gardez, éduquez mes enfants. Les autres enfants, ils ont passé beaucoup de temps à passer entre différentes parcelles. Il faudra que je reconstitue toutes les parcelles chez lesquelles ils sont passés, parce que là aussi, je pense qu'il y a quelque chose que je leur dois, parce qu'ils ont gardé les enfants. Alors, normalement, dans ce genre d'événement, quand ces gens passent, ils ne laissent pas de traces. Comment se fait-il que votre bébé et la femme de Nagami, là, est puis restée en vie? Je pense que d'après ce que Sylvana m'a raconté, elle s'est présentée comme une personne qui venait faire visite. Elle était habillée en pagne. Elle a dit, moi je viens faire visite ici. Et puis elle n'a pas été inquiétée. Et après, quand ils ont tué ma femme, il a récupéré le bébé. C'est 3 jours après que vous avez appris la mort de votre épouse. Le choc a été... Ah, normal. Normal pour quiconque a du cœur. Et je pense que j'en ai. Mais ce que je peux dire, c'est que également, j'ai considéré tout cela avec un devoir d'homme public. C'est vrai, je venais de perdre une épouse. Et l'anecdote, ce n'est pas une anecdote, il faut que je vous raconte ça. C'était dramatique, effectivement. Parce que quand l'ambassadeur de France est venu me récupérer à Kamenge, à partir d'un plat qu'on avait élaboré avec Madame Dadaye, et une fois arrivé sur le Macadam à Kamenge, l'ambassadeur m'a posé une question. Est-ce que vous avez des nouvelles dans la maison? J'ai dit, je crois que ça va très bien. Je ne savais pas que ma femme avait été assassinée. Et l'ambassadeur ne m'a rien dit. Et une fois arrivé à l'ambassade, tout le monde est venu, m'a dit condoléances. Et moi je disais, écoutez, non, condoléances à tout le monde parce que nous venons de perdre notre chef d'État. Nous venons de perdre des amis. Je ne savais pas que mon épouse était morte. Et j'ai vu que tout le monde était embarrassé. Tout le monde. Et c'est là que feu colonel Gakorio est venu et m'a soufflé à l'oreille qu'en fait mon épouse avait été également assassinée. Et j'ai posé la question, où se trouvent les enfants? Ils m'ont dit, le seul qui soit ici, c'est le petit qui est avec Madame Ntargamira et Madame Nyangoma. Je suis allé, j'ai dit, et quand les deux femmes m'ont vu, ils ont commencé à pleurer. Moi, j'ai dit, passez-moi ce garçon. Je l'ai amené. Et je me souviens que j'ai dit, mes chers amis, moi j'ai perdu une épouse et elle me laisse un enfant. Nous venons de perdre un président. Mais nous devons agir comme des hommes politiques. Et c'est alors que j'ai demandé que ceux qui participaient au gouvernement s'organisent autour de Mme Kinigi, qui était Premier ministre. Qu'il n'était pas question que ceux qui n'étaient pas membres du gouvernement aillent participer à des conseils du gouvernement. Parce que ça arrivait. J'ai dit que s'il y avait déjà, qu'au niveau du Frodebou, que je prenais les responsabilités puisque j'étais le numéro 3. Alors, le numéro 1, Dada Melchior, est mort. Le numéro 2, Kariwa Mponsi, est mort. Moi, j'arrivais en 3e position et on s'est organisé. Voilà comment les choses se sont passées. Mais maintenant, je voudrais profiter vraiment de vos questions et de cette opportunité que vous me donnez. Moi, je n'ai aujourd'hui aucune rancune pour la personne qui a donné la mort à mon épouse. Je n'ai aucune rancune. Parce que visiblement, cette personne n'a fait qu'exécuter une mission qui lui avait été donnée.
ça me ferait beaucoup de soulagement si je pouvais la rencontrer et lui parler. Non pas pour le condamner, mais pour le soulager. Parce que je crois, si elle existe encore, parce que comme c'était des militaires et qu'il y a eu la guerre après, on ne sait pas. Mais si elle existe encore, je lui lance son message. Mon numéro de téléphone est très bien connu. Elle peut me contacter. On va voir comment gérer cette situation. Non avec une quelconque démarche revancharde, mais plutôt une démarche de réconciliation. Ça me ferait plaisir également, si cette personne vit encore, si je pouvais la présenter à mes enfants. Pour dire, ne vivez pas avec une quelconque haine à son endroit. Votre mère a été beaucoup plus victime de notre histoire et non de cette personne. Franchement, si elle m'entend, c'est un message que je lui lance. Monsieur le Président, vous ne pensez pas que ce genre de choses devrait attendre un peu parce que, excusez-moi, mais vous n'êtes pas le seul à avoir perdu. Il y a d'autres familles qui ont perdu des leurs et qui voudraient bien avoir des gens qui ont commis ces forfaits pour qu'ils puissent... Je pense que ça devrait se faire dans le cadre de vérité et réconciliation. Mais écoutez, Pour le faire pour tout le monde. je suis un homme libre qui peut exprimer ce à quoi je crois. Ça, c'est moi. Ça, c'est dans la gestion de mes relations avec cette personne. Je ne m'ingérerai pas dans les mécanismes que trouvera la société burundaise pour gérer tous ces malheurs que nous avons connus. Mais je pense également que c'est une façon de nous mettre à la disponibilité de notre pays pour l'appréhension de notre passé. Et nous devons le faire parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement de dire je vois que celui qui a fait cela est condamné, mais plutôt de dire nous avons pris les bonnes décisions pour éviter justement que nos enfants soient autant victimes de ce que nous avons connu. Moi, je mourrais heureux si je mourrais convaincu que plus jamais ce qui s'est passé dans ce pays ne se reproduira. Alors, que personne ne pense que je fais un coup de balai sur l'histoire. Ce n'est pas mon genre. J'exige la vérité. Mais j'exige aussi que cette vérité soit gérée de manière que cette gestion ne compromette pas la stabilisation de ce pays. C'est ma vision. Je demande que chacun la respecte et je ne l'impose à personne. Et vous ne pensez pas que cet organe de vérité et réconciliation tarde à venir? Est-ce qu'il n'est pas vraiment temps maintenant? J'ose espérer qu'au cours de cette législature, ces structures seront mises en place. Mais je ne fais d'ailleurs que répéter ce que le chef de l'État a déjà annoncé, que parmi ses priorités, pendant cette législature, pendant son mandat, vont être mises en place la commission de vérité et réconciliation et la structure judiciaire qui sera éventuellement chargée de juger les coupables dans tous ces événements que nous avons connus. Ça, c'est Kamenge, bien sûr, ce côté-ci. Et l'autre côté, c'était le quartier. Alors, moi, en fuyant, je me suis faufilé entre les maisons ici et j'ai débouché ici. À partir d'ici, je me suis dirigé vers Kamenge, là où je vais vous indiquer, où j'ai trouvé le refuge, là où j'ai été pendant 3 jours exactement.